Bonjour et bienvenue au balado d'information sur la santé au Canada. Je suis votre animatrice, Alex Maheu. Dans cette émission de l'Institut canadien d'information sur la santé, nous allons analyser les systèmes de santé du Canada avec des patients et des experts qualifiés. Restez à l'écoute car nous irons au-delà des données pour en savoir plus sur le travail qui est fait pour nous garder en santé. Aujourd'hui, nous parlons avec le Dr Raven Dumont-Maurice qui vient de la communauté algonquienne Kitikasibi dans la région d'Outaouais. Dr Dumont-Maurice est pédiatre à Kanesatake et est experte dans le domaine de la santé des Premières Nations Inuit et Métis. En ces temps incertains, nous nous réunissons virtuellement depuis les 4 coins du Canada. L'ICIS aimerait reconnaître les territoires que nous occupons tous, qu'ils aient été cédés par traité ou non. Et rappelez-vous que les opinions et commentaires de nos invités ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Institut canadien d'information sur la santé. Bonjour Raven, bienvenue au balado. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien et vous? Oui, très bien, merci. Raven, je vais commencer tout de suite. Vous êtes docteur, pédiatre, pour être exact, à Kanesatake, près de Montréal. Je dois premièrement vous demander, les derniers 10 mois ont été très difficiles pour beaucoup de personnes. Comment les avez-vous vécus personnellement et aussi comme travailleur de la santé durant une pandémie? Oui, c'est sûr que ça vient avec des challenges particuliers. J'étais très chanceuse d'être en congé maternité pendant les 3-4 premiers mois de la pandémie. Félicitations! Oui, merci beaucoup. C'était fantastique, mais à la fois, toujours comme une petite culpabilité de est-ce que je dois travailler? Tu sais, on voit les médias que les docteurs, ils travaillent de façon, comme en débordement. Mm-hmm. Mais bon, avec le retour au travail, c'est sûr que le gros challenge, c'était de ne pas voir nos patients en personne, forcément. Ça, c'était un gros ajustement. Surtout en pédiatrie, où est-ce qu'on a des traits un peu... on peut toujours voir nos patients examiner, avoir un bon aspect du patient complet. Mais il y a eu plusieurs mois que c'était par téléphone. Je dirais que c'est juste dans les derniers mois que je vois mes patients réguliers en personne. Il y en a plusieurs qui sont partis. Ça fait environ 18 mois que je n'ai pas vu. Fait que c'est comme des gros changements. Mm-hmm. Ça fait vraiment du bien de voir les enfants en personne là, dernièrement. Changer la façon de penser pour la médecine. Là, la télémédecine, c'est quelque chose qui, je pense, qui va rester. Mais ce fut vraiment difficile au début. Mais là, maintenant, on comprend un peu mieux l'application et comment ça fonctionne. Là. Des bébés partout dans votre vie. Exact. Vous êtes algonquine de Kitikasibi, où vous avez été née et vous avez passé votre enfance. Est-ce que vous vous souvenez d'un moment précis qui vous a marqué où vous avez décidé « je dois m'impliquer dans le domaine de la santé pour aider ma communauté et être une voix autochtone dans le système ». C'est une bonne question. C'est pas quelque chose que je pensais quand j'étais plus jeune, même que je me rappelle, un de mon professeur de sciences quand j'étais au secondaire m'a suggéré de devenir médecin, puis j'ai fait comme « Ew, c'est même pas quelque chose que je pensais. » C'est pas pour moi. Pas du tout. Je peux pas dire que j'avais une voie de carrière en tête à ce moment-là. Arrivé un peu plus tard au cégep, c'était plutôt la nutrition qui m'intéressait. Je faisais beaucoup de sport. J'ai appliqué, en fait, j'ai fait un bac en nutrition pendant 2 ans. Et je pense que c'est le deuxième été que j'ai fait ce bac-là. J'ai pu avoir un placement dans la communauté au Health Center, dans le fond, sur la réserve à Kanesatake. Et on travaillait avec les personnes plus vieilles atteintes de diabète, même les plus jeunes au camp de jour, ça faisait le tour. Et j'aimais ce que je faisais, mais c'est à ce moment-là que j'ai dit, OK, il y a beaucoup de pathologies, il y a beaucoup de choses que je pourrais faire, je pense, de plus en tant que médecin. Et ça l'a donné que c'était autour des années 2007-2008. Et c'est en 2008 que le programme des facultés de médecine pour les Premières Nations et les Inuits du Québec a été lancé. C'est un projet pilote en 2008. Ça juste, organiquement, c'est arrivé comme ça. Et j'ai appliqué en médecine via le programme. Et bon, j'ai pu rentrer. Cette année-là, il y avait 4 places pour les personnes Premières Nations, mis de côté, dans le fond, de plus qui avaient déjà attitré au Québec. Et 3 de ces 4 places-là, dans le fond, ont été comblées en 2008. Une de ces personnes-là, c'était moi, finalement. Wow. C'était juste parfait. Ça a juste bien à donner, là. Oui, ouais. Ça a bien marché pour vous. Alors, vous avez quitté votre communauté pour poursuivre une éducation en médecine.
Comment a été votre expérience comme étudiante autochtone? Est-ce que vous vous souvenez de certains moments où vous avez eu des doutes par rapport au choix de vos études? Absolument. Je pense, c'est sûr, on recule de beaucoup, beaucoup d'années et beaucoup moins d'expérience à ce moment-là. Je ne suis plus la même personne à 34 ans que, bon, mon Dieu, je viens de dévoiler mon âge. Là, quand j'ai appliqué, je comprends beaucoup plus maintenant pourquoi que le programme est là, l'importance de la représentation. Mais c'est sûr que ça venait jouer un peu dans pas dans ma santé mentale, mais disons qu'il y avait des moments plus difficiles où c'est des matières que je trouvais plus difficiles à concevoir. Je pensais toujours, OK, ben il y a déjà eu certains commentaires comme je suis rentrée un petit peu par la porte arrière, la cotère était différente, etc. Et oui, ça venait jouer assez souvent, je dirais, surtout en début des immenses classes. J'étais allée au cégep à Hull et c'était pas un hyper gros cégep. C'est sûr que c'est une différence de l'école secondaire. Mais là, on arrive dans une classe de 200 personnes venant de partout. Au début, c'est sûr que je m'asseyais toujours en arrière. J'avais pas une immense confiance. Et avec le temps, ça s'est amélioré. Il y a quand même eu des hauts et des bas. Et dans la dernière année, surtout avec ce qui s'est passé avec Joyce, évidemment, dans l'an dernier, on a fait, pour moi personnellement, beaucoup de réflexions aussi sur ma formation et comment est-ce que la formation médicale a pu contribuer. On est exposé à quoi? Et je me rends compte que, et j'ai partagé ces histoires-là dans le passé aussi, oui, il y a beaucoup de moments de racisme qui n'est pas toujours hyper évident. À l'œil nu, comme on dirait, il y a beaucoup de micro-agressions pendant nos études en médecine, surtout nos années cliniques. C'est-à-dire les 2 premières années, on est sur les bancs d'école. Les dernières 2 années de la médecine, on est dans les hôpitaux. On est sur les équipes, on est sur les planchers. Beaucoup de commentaires par rapport aux patients. Moi-même, j'ai déjà été exclue une fois en avant de mes pairs. Le commentaire à ce moment-là, c'est qu'il y avait un patient hyper compliqué et on m'a expliqué que je ne verrais jamais quelque chose d'aussi compliqué sur une réserve, alors je pouvais partir à la maison plus tôt. Alors, il y a eu ces moments-là ici là, de disperser que c'est sûr que c'est venu, que ça a joué sur ma confiance. Mais bon. C'était quoi ta réaction quand c'est arrivé? Bien, initialement, j'étais un peu comme je le croyais. J'étais comme, OK, j'ai resté par contre. Un peu fâchée, mais à la fois, c'est sûr que c'est un temps qu'on est toujours évalué, on veut toujours performer. Et oui, ça vient jouer dans la confiance. Fait qu'il y a des moments comme ça, ici et là pendant la formation, que c'est sûr qu'ils ont été plus difficiles. Et je pense, justement, dans la dernière année, on a eu plusieurs occasions d'en parler de ça et de faire beaucoup de sensibilisation au niveau du personnel, justement, pour éviter. Et il y a de plus en plus d'étudiants autochtones maintenant, à travers le Canada, mais au Québec aussi. Le programme continue à tous les années d'avoir du monde qui rentre de cette façon-là à travers les 4 facultés de médecine. Alors, ça devient de plus en plus important, dans le fond, d'en parler de ces moments-là et éviter que ça arrive pour les futures générations, pour les étudiants qui commencent, là, justement. Absolument. Vous avez mentionné que dans la dernière année, il y a eu beaucoup d'opportunités d'apprentissage pour tout le monde au Canada. J'aimerais mentionner que cette année, c'était la première journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le 30 septembre. C'était une étape vraiment importante, mais aussi qui est venue durant une année extrêmement difficile. Plusieurs personnes gèrent encore le recouvrement de nombreuses fosses communes cet été et plus généralement, la souffrance que les personnes autochtones au Canada ont vécue. Je sais que pour moi, personnellement, j'ai encore de la misère à comprendre que quand moi j'étais enfant, les pensionnats d'Autochtones au Canada opéraient encore. Je ne sais pas si vous pouvez nous raconter un peu, soit dans votre vie personnelle ou dans votre métier, si vous voyez les impacts que les pensionnats autochtones ont eu sur les survivants et leurs familles. Oui, tout à fait. Je peux dire au travail, heureusement, moi, en pédiatrie, je vois dans le fond du monde qui sont nés à partir de 2001 et moins. La dernière école qui est fermée en 96. Alors, j'ai pas de patients comme tels qui l'ont vécu de première main. Par contre, on ne peut pas oublier, on ne peut pas diminuer les effets des traumas qui sont multigénérationnels. Je veux dire que cette année, ça a été hyper difficile, surtout sur les ados.
c'est combien de ça est relié à la COVID. C'est sûr qu'il y en a beaucoup, mais ça a été hyper, hyper difficile l'année. Pour moi, avec ce qui s'est passé avec Joy, c'est essayer de voir comment est-ce qu'on peut augmenter l'éducation, comment est-ce qu'on peut faire une différence. Et chaque fois qu'il y avait une nouvelle de nouveaux numéros, dans le fond, c'est sûr, la première fois, on a entendu le 215 à Kamloops à ce moment-là. Ça l'a réverbéré à travers le pays. Et il y a beaucoup de gens qui venaient me voir, soit dans mon coin où est-ce que j'habite ici à Montréal ou ailleurs, qui disaient comment est-ce que ça aurait pu se passer comme ça, 215, c'est horrible. Et à chaque fois, le réflexe était, ça fait des années que les communautés... Vous le saviez déjà? On le savait déjà. On le savait et attendez les autres numéros et évidemment, ça continue à augmenter. Et ça ouvre des vieilles plaies, comme on dit, et ça se ressent dans le fond. Tu sais, moi, cliniquement, avec les patients, je ne fais pas ça de façon régulière dans mon questionnement, mais c'est au niveau viscéral, oui, ça se sent que ça a été vraiment, vraiment une difficile année pour les familles et pour les enfants qu'on voit là. Mm-hmm. Et comment est-ce que vous aidez à guérir ces plaies, soit pour vos patients ou même pour vous-même? Oui, bien, je veux dire, honnêtement, c'est la résilience qui est une des choses qui est la plus belle qui existe. Fait que pour moi, personnellement, être à l'extérieur de la communauté, passer beaucoup de temps par chez nous. Un petit peu un bébé, là, quand j'étais au cégep, je retournais tous les fins de semaine. Là, c'est sûr que c'est un peu moins fréquent. Mais rebâtir ça et se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait la profession qu'on fait, retourner aux bases, moi, c'est quelque chose qui me recharge mes batteries, comme qu'on pourrait dire, et travailler sur les communautés aussi. Parce que, mis à part tout ça, il y a des communautés qui ne peuvent pas pouvoir trouver le nom en français, but thriving and beautiful, et voir ça, ça a vraiment un effet réparateur, comme on peut dire. Certainement. Vous êtes docteur, vous avez aussi mentionné un peu que vous travaillez beaucoup dans le domaine de la sensibilisation. Sensibilisation, je veux leur dire ce mot-là, pour la santé des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Qu'est-ce qui est le plus difficile et aussi peut-être le plus facile en tant que votre rôle de défenseur de vos communautés? Oui, bien, c'est sûr que même s'il reste hyper beaucoup de travail à faire, dans la dernière année, on n'a jamais eu l'occasion d'avoir cette plateforme, d'avoir autant de conversations sur la santé autochtone, sur le racisme systémique, et c'est en grande, grande partie pour du courage de Joyce Echaquan. Alors, au niveau universitaire, où est-ce que j'enseigne les étudiants en médecine, il y a vraiment une réception extraordinaire. Les étudiants, ils veulent apprendre. Même qu'on a visité la communauté cette année pour faire ce qu'on appelle un petit groupe. On a eu les 24 étudiants de première année au campus Outaouais qui sont venus sur la communauté apprendre des gens là. Et ça a été hyper, hyper bien reçu. Alors, je dirais que c'est à court terme, faire reconnaître l'humanité de nos peuples et, dans le fond, apprendre la réalité, les déterminants sociaux, les relations avec le fédéral qui forment la santé autochtone aujourd'hui. Il ne faut pas... L'histoire fait que l'histoire et le présent sont vraiment hyper reliés. Pour ce qui est de la santé autochtone. Et ce n'est pas quelque chose qui était appris même quand les étudiants étaient au secondaire ou au primaire. Alors, à court terme, vraiment apprendre à la nouvelle génération. Et à long terme, la façon que je le vois, c'est si je retourne dans mon expérience, dans mon externat, dans ma résidence, c'était souvent la génération, comme on peut dire, la génération avant moi, disons, qui n'ont pas eu la même formation que nous dans la santé autochtone. C'est là souvent qu'il peut y avoir des lacunes, qu'on pourrait dire, dans la santé autochtone. Ce n'est pas quelque chose qui était appris quand eux ils passaient sur les bancs d'école. À long terme, ça serait vraiment d'avoir l'éducation en continu médicale pour vraiment faire le pont entre la nouvelle génération qui va graduer sous peu et beaucoup de rattrapage, là, dans mon opinion, sur la génération qui pratique maintenant, qui est un peu plus, je ne veux pas dire le mot plus vieux, mais qui est en pratique depuis plus longtemps. Quel serait votre message pour ces docteurs qui pratiquent encore, qui n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir la même formation que les étudiants qui ont la chance de vous entendre parler? Absolument. Ça serait de demeurer curieux, dans le fond, challenge des fois des idées qui sont préconçues, qu'on ne sait pas forcément d'où ça vient, où est-ce qu'on a appris ces comportements-là, où est-ce qu'on a appris souvent ces stéréotypes-là.
Et souvent, on n'a pas la réponse parce qu'on n'a pas fait l'exercice pour aller voir. Et maintenant, c'est ça, il y a des formations en continu. Mon mentor, Dr. Saylor, lui, il a fait une série webinaire qu'on fait une introduction qui commence à regarder sur la santé autochtone. Et maintenant, il y a les ressources d'aller voir, d'aller chercher une formation en continu par une personne autochtone souvent, parce qu'on commence à être plusieurs en médecine, en autres professions qui sont autochtones. Et ça peut challenge un peu le colonial narrative. Je ne sais pas comment le traduire, mais les choses vues d'une autre perspective. Et c'est vraiment important d'apprendre ce côté-là des choses et de voir le monde à travers d'autres yeux pour vraiment, vraiment comprendre la santé autochtone, finalement. Absolument. Qu'est-ce que vous voudriez que nos écouteurs sachent par rapport à la santé autochtone au Canada qu'on n'a peut-être pas encore discuté? Oui, bien, en fait, on a parlé d'histoire tantôt, mais quand le curriculum où est-ce que j'enseigne à McGill, c'est qu'on retourne vraiment, vraiment en arrière. On parle de contact, on parle de la création de la loi sur les Indiens, comment ça forme aujourd'hui cette relation-là avec les déterminants sociaux, des choses qu'on peut voir, par exemple, si on regarde des choses comme Jordan's Principle, ça n'existerait pas s'il y avait cette relation avec le fédéral pour ce qui est des Premières Nations. Alors, pour un nouvel étudiant, comprendre ça et vraiment aller voir dans l'histoire, c'est vraiment la première étape. Et une fois qu'on a vraiment visité cela, on commence à comprendre le présent. Et comme je vous dis, les deux c'est vraiment pas séparé dans ma tête. C'est comme un continuum. Et voilà. C'est extrêmement important de continuer à apprendre pour être capable de vraiment avoir une meilleure idée d'où on vient pour savoir où on s'en va. Ma dernière question, vous avez mentionné que vous avez une petite fille à la maison. Qu'est-ce que vous espérez pour elle pour le futur? Honnêtement, c'est globalement un monde plus inclusif. Si on fait bien, pour moi, je retourne souvent à Joyce, mais c'est parce que je pense hyper souvent à son histoire. Mais s'il y a une chose qu'elle nous a montré, c'est de reconnaître l'humanité des peuples autochtones, comment que le racisme systémique peut avoir un rôle. C'est même après le rapport de la coroner, c'est quelque chose qu'elle demande comme appel à l'action, de vraiment reconnaître le racisme systémique pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir avancer là-dessus. Et je pense pour les peuples autochtones, mais pour tout le monde, dans le fond, que les hôpitaux, que tous les services soient plus inclusifs et que ça soit quelque chose dans le passé, qu'on peut finalement en parler comme si c'était dans le passé, un problème qu'on a vu, qu'on a vraiment appris. Pour l'instant, c'est vraiment pas dans le passé. Même depuis l'événement avec Mme Echequan, on voit encore des trucs à tous les jours. Oui, il y a des conversations. Oui, il y a comme un intérêt d'apprentissage qu'on n'a jamais vu auparavant, mais on est loin que ça soit du passé encore. Et ce que je souhaite pour elle, je ne sais pas ce qu'elle va pouvoir devenir, si c'est dans le domaine de la santé ou non, que ce soit n'importe où, qu'on ait établi des ponts et que ça commence à être du passé, qu'on va dans la bonne direction. C'est très bien dit. Raven, merci énormément de vous être joint à nous. J'espère pour tous ceux qui écoutent et pour tous nous au Canada qu'on peut continuer à bâtir des ponts, comme vous avez dit, et d'avoir plus d'humanité dans le monde. Merci d'avoir été à l'écoute. Revenez-nous la prochaine fois quand nous nous présenterons d'autres sujets et perspectives de santé intéressants. Pour en savoir plus sur l'ICIS, consultez notre site web icis.ca. Si vous avez apprécié notre discussion d'aujourd'hui, abonnez-vous à notre balado et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Cet épisode a été produit par Sushana Smith et notre producteur exécutif est Jonathan Kuline. Ici Alex Maheu. À la prochaine.